Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'E-Média en ce jour de mai et je vous souhaite un très bon jour férié. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Florian. Alors au charbon pour E-Média, comme toujours, voilà le programme. Jean-Yves, on va le présenter à nos téléspectateurs. On commencera par l'image de la semaine, c'est l'image qui agite la sphère médiatique en ce moment. Cette photo de Donald Trump face à Monsieur Zelensky qui sont en train de discuter dans la basilique Saint-Pierre avec peut-être, vous allez voir, un élément Emmanuel Macron qui ne s'est pas passé comme prévu. Et puis pour le dossier de la semaine, on enchaînera avec deux attaques, deux crimes qui ont eu lieu au couteau. L'un a eu lieu à Nantes, l'autre dans le Gard. Et vous verrez que ces deux faits divers tristement habituels ont un point commun. L'identité des tueurs n'a pas été révélée correctement par la presse. On continuera avec deux petites pastilles de l'information, après tout, jour férié, pastilles légères, et puis bien sûr un portrait piquant qui sera consacré à Monsieur Thomas Guénolé. Il s'agit d'une rediffusion. Place maintenant à la suite. N'oubliez pas aussi de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez nous laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Partagez cette émission et puis nous, on y va. L'image de la semaine, Jean-Yves, je le disais, c'est bien sûr cette photo de Donald Trump et de Zelensky qui ont été photographiés en train de se rencontrer juste avant les funérailles du pape François. Cette photo, elle a lieu à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Et en France, au lieu de titrer sur ce face-à-face, on a titré sur autre chose. Dans Gala, par exemple, on nous parle d'Emmanuel Macron qui protège Volodymyr Zelensky et on nous montre une autre photo sur laquelle Emmanuel Macron arrive. Il a la main sur l'épaule du président Zelensky. On voit également Keir Starmer qui essaye de passer une tête dans le jeu diplomatique qui est en cours. Et ce titre vraiment de gala est très interpellant. Volodymyr Zelensky protégé par Emmanuel Macron, ce geste qui en dit long face à Donald Trump. On nous montre toujours une mayonnaise d'un Donald Trump qui serait violent. Je vous propose de regarder une petite vidéo, maintenant qu'on a vu ces deux images, du geste et de la suite. Et vous allez voir une drôle d'histoire de chaise. Donc on voit là Jean-Yves sur la vidéo, Emmanuel Macron qui vient rejoindre Donald Trump qui est en train de discuter avec Zelensky et de l'emmener pour s'installer sur les chaises. Là, actuellement, on voit bien qu'il y avait 3 chaises et au final, la discussion qui a lieu, elle est seulement sur 2 chaises. In fine, c'est pas un plan à 3 comme ce que Macron avait pu imaginer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médias qui ont fait appel à des lecteurs labiales, donc la lecture sur les lèvres. Et on a ce média Blick, par exemple, qui nous dit que éventuellement ce que Trump a pu dire à notre président Emmanuel Macron, c'est « vous ne devriez pas être ici ». Et il nous signale que Trump a sèchement recalé Macron alors qu'il était au Vatican. C'est un média suisse qui en a parlé. En revanche, l'Élysée, en publiant cette même photo dans laquelle Donald Trump est en train de s'adresser à Emmanuel Macron, a publié, eux, « Pour la paix ». Voilà, une image très positive, toujours de l'action d'Emmanuel Macron. Beaucoup de médias se sont également emparés d'un article du Sun qui dit que là aussi un lecteur labial révèle que Trump lui dit « Tu n'es pas dans ton droit ici, j'ai besoin que tu me fasses une faveur, tu n'as pas à être ici ». Donc il est en train de lui dire de s'en aller globalement. Et ce qui est énorme, c'est que l'Élysée a repris un extrait de CNews où Vincent Hervouet évoque justement cette hypothèse de discours que Trump aurait eu à l'égard d'Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout celui du narratif officiel. Et l'Élysée a dit « Mais c'est faux, c'est totalement faux puisque vous n'y étiez pas ».
Cette rencontre bilatérale entre les présidents Trump et Zelensky était annoncée dès la veille. C'est une bonne chose qu'elle se soit tenue, patati patata. Beaucoup de fausses informations circulent, nous disent-ils. C'est indécent car ce qui se joue, ce sont des vies et notre sécurité collective. Quelque part, Jean-Yves, j'ai envie de vous poser comme première question, se justifier, c'est déjà avoir tort. Oui, peut-être. Alors, ce qui est très choquant dans cet ensemble, c'est que Macron est éconduit par Donald Trump, qui veut discuter en tête-à-tête avec Zelensky et pas avoir comme chaperon le Premier ministre totalitaire anglais, M. Starmer, et M. Macron. Donc Macron est éconduit. Il lui dit poliment « dégage petit ». C'est ça la réalité. Et c'est une réalité humiliante pour la France. Et qu'on voit bien sur la vidéo. Et qu'on voit sur la vidéo, les images parlent. Les images parlent, les postures parlent. Mais dans les médias français, que ce soit les médias de service public ou BFM, le média de M. Saadé, qui bénéficie des faveurs de l'Élysée, eh bien, c'est Macron, c'est super Macron, protecteur de Zelensky et défenseur de l'Ukraine. Donc, il y a une distorsion absolument considérable entre ce qui est vendu à l'opinion française et la réalité. La réalité, c'est l'humiliation française, et ce qui est vendu, c'est super Macron, c'est le régime ne tient que par sa propagande. Alors, il y a cet article particulièrement incroyable de Ouest France, Jean-Yves, pour illustrer vos propos. Une troisième chaise pour Emmanuel Macron lors de l'échange Trump-Zelensky. Ce que l'Élysée répond, une source de l'Élysée dément, nous dit le sous-titre. Alors, c'est proprement incroyable. Là, Ouest France se fait le porte-parole du pouvoir. Ouest France se fait le porte-parole. Il a raison, Ouest France, de se faire le porte-parole du pouvoir. Il vient d'obtenir l'un des plus beaux créneaux sur la TNT de la part du pouvoir. Donc c'est un renvoi d'ascenseur. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir que les journalistes mentent de manière délibérée. Parce qu'on a les images, on a la scène. Donc on n'a pas besoin de dire le contraire. La scène, c'est clair, c'est Trump qui dit à Macron « éloigne-toi petit », c'est ça la réalité. Et Macron s'en va, penaud, pendant que les services du Vatican retirent la troisième chaise que Macron avait essayé de faire venir. Voilà la réalité. Alors finalement, Emmanuel Macron aura bien eu son entretien avec M. Zelensky, mais c'est à l'ombre, dans les jardins. Oui, alors là, je ne vous laisserai pas faire du mauvais esprit sur l'ombre quand même. Non, ça, je ne vous laisserai pas faire. Place maintenant au dossier du jour. Vous en avez forcément entendu parler, cette attaque barbare au couteau qui a eu lieu dans un lycée à Nantes. On nous a présenté tout de suite l'attaquant comme se revendiquant de l'idéologie des nazis et d'Hitler. C'est ce qui est remonté vraiment en premier dans la presse. On a par exemple cet extrait d'un article de France 3 qui revient sur des interviews de camarades de la classe. Il se revendiquait de l'idéologie des nazis, d'Hitler, etc. et d'autres, et il parlait de la révolution, il disait ça sur le ton de la rigolade pour faire rire la galerie, parce que c'est rigolo pour des jeunes de 15 ans, et c'est tout, quoi. Bon, déjà, c'est quand même un peu étonnant. Et les camarades avaient également eu comme message sur un groupe de discussion qu'ils avaient dans la classe, visiblement sur Snapchat, « Vous allez me revoir très vite », mais à la télé avait annoncé cet énergumène. Je vous propose de regarder maintenant, pour appuyer ces propos, un extrait du journal télévisé de France 2, cette fois-ci, qui lui aussi fait le lien entre cet individu et l'extrême droite. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect serait proche de la mouvance d'ultra-droite. Il aurait notamment fait part à plusieurs camarades de sa fascination pour Hitler et le Troisième Reich. Déjà, juste en lui parlant, c'était assez bizarre comme personne. Je le trouvais pas normal. Il partageait des idées du style où, je sais pas si je peux les dire, mais il partageait des idées nazies. L'adolescent est actuellement en garde à vue. Pour l'heure, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi, mais indique être en phase d'évaluation.
Bon, Jean-Yves, tout ça est un peu étonnant, d'autant plus que le procureur ne confirme absolument aucun lien avec l'extrême droite. Donc on a quand même une avancée un peu hasardeuse de la part des médias. Mais la suite va vous étonner. Il y a bien sûr cette histoire du manifeste qu'il avait envoyé à ses camarades. Un manifeste idéologique, nous dit-on dans Marianne. Un manifeste étrange même dans le titre, selon Marianne. Le Figaro nous dit si l'individu n'est a priori pas lié à la mouvance islamiste, et là normalement ça allume une petite vigilance dans l'oreille, n'est a priori pas lié à la mouvance islamiste. Tiens, serait-il d'origine 100% française, puisque si le Figaro se pose la question, c'est que visiblement c'est plus compliqué que ça. Il serait plutôt proche de la mouvance d'ultra-droite, reprend aussi le Figaro malgré tout, mais en appelant à une extrême prudence, d'autant plus que donc, le jeune adolescent, il revient là sur ce manifeste qui parle d'action immunitaire, qui est teinté plutôt d'écophobie dans son manifeste, et puis d'écologie un peu radicale. Bon, tout ça, semble-t-il, a été fait en plus avec l'IA. Il y a des notions d'écocide globalisé. On accuse la mondialisation, c'est brouillon. Est-ce que vous avez un premier commentaire à faire, Jean-Yves ? Alors, le premier commentaire, c'est que les médias se précipitent tout de suite sur la première hypothèse qu'il leur est donnée, qu'il leur est livrée, dans un but de manipulation par les services de propagande. Et donc, on dit, il s'appelle Justin. Donc, c'est un gentil petit Français qui tue une petite Française dans un collège privé d'un beau quartier et qui a des idées potentiellement d'extrême droite. Alors, la réalité, c'est quand même très différent. C'est que le petit Justin, en fait, il est d'origine turque. Accessoirement, d'ailleurs, la Turquie est le pays où Mein Kampf reste un best-seller, ce qui explique peut-être certaines de ses références, mais surtout son manifeste, qui est d'ailleurs relativement construit, même s'il a été aidé par l'IA. Son manifeste, c'est un manifeste écolo, alarmiste, écolo, apocalyptique. Donc, si on doit renvoyer l'acte à une action idéologique, il faut renvoyer à l'écologisme apocalyptique. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les écologistes apocalyptiques sont des terroristes. Il y a eu des précédents d'ailleurs. Il y a 20 ans, en 2002, il y a Richard Dorn, qui était un écologiste extrême, qui était un militant de la Ligue des droits de l'homme, qui a commis un meurtre de masse au tribunal de Nanterre. Il y a des précédents. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mettre en cause tous les écologistes, tous les militants de la Ligue des droits de l'homme et même tous les écologistes alarmistes. Simplement, la réalité du profil du tueur est radicalement différente de celle qu'on a donnée. Il n'est pas d'extrême droite, il est écologiste apocalyptique et il n'est pas franco-français, il est d'origine turque. Voilà, c'est tout. Donc, tout est faux dans le narratif des médias. D'ailleurs, les médias vont finir par amener la réalité à la suite de l'avancée de l'enquête, mais trop tard. Les gens vont avoir retenu « Ah, c'est encore l'extrême droite qui a fait ce coup terrible. » Voilà. Alors, justement, le 25 avril, c'est très intéressant, il y a un article dans Ouest France qui sort, et ça, c'est le deuxième temps médiatique, c'est « Attaque au couteau à Nantes, une famille parfaitement intégrée selon ses voisins ». Pourquoi est-ce qu'on dit d'elle qu'elle est parfaitement intégrée ? C'est bien sûr parce qu'ils ont des origines turques, et c'est mentionné, une famille monoparentale très gentille d'origine turque. Bon, ils sont très gentils, mais voilà. Ils sont toujours parfaitement intégrés, toujours très gentils. Est allé poignarder c'est probablement un psychopathe d'ailleurs. Oui. Bon, et des psychopathes, il y en a effectivement un peu partout, peut-être plus quand même dans certains endroits que dans d'autres. Et ensuite, donc ça, c'est une information qui date du 25. Donc le 25, on sait que sa famille est turque et que lui a des origines turques. Mais pourtant, ça n'empêchera pas, c'est à vous, une émission de service public, de faire une émission consacrée au profil de ce Justin et de ne pas mentionner justement les origines turques de l'auteur. Maintenant, deuxième fait, Jean-Yves, qui a eu lieu récemment, c'est dans une des mosquées à Alès, dans le Gard, un individu de nationalité française
mais d'origine bosniaque cette fois-ci, a tué un jeune homme, Aboubacar, de nationalité française et d'origine malienne. Et là, on nous présente effectivement aussi un meurtre à la mosquée avec un monsieur qui s'appelle Olivier H dans les médias, qui est au RSA, qui est au RSA, qui joue aux jeux vidéo, qui vient d'une famille nombreuse, mais évidemment pas plus d'informations sur son origine. La gauche s'empare de l'affaire, lance des rassemblements contre l'islamophobie. On a d'ailleurs cette vidéo assez amusante de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de l'écouter parce qu'il dit que ce qui est important, c'est qu'on parle de lui dans les médias. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Là, Jean-Yves, c'est passionnant parce qu'on le voit donc rigoler avec les députés dans cette manifestation, puis ensuite se mettre à avoir les yeux totalement larmoyants pour coller un peu plus à l'image qu'il souhaite donner de lui. Bon, on a un beau jeu d'acteurs, là. Il est candidat à la fois à l'Oscar et au César du meilleur acteur, parce que là, il joue un numéro de simulation de peine et d'émotion qui est tout à fait admirable. Parce que ce qu'on va retenir de la séquence, c'est la manifestation, l'émotion de M. Mélenchon, la minute de silence à l'Assemblée nationale, tout ça est de l'instrumentalisation des informations. Alors Manon Aubry s'était plaint aussi d'un certain délai pour réagir de la part d'Emmanuel Macron et de Bruno Retailleau. Et justement sur BFM TV, on a Benjamin Duhamel qui va quand même très loin en posant une question à Monsieur Retailleau. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. Bruno Retailleau, il y a quelques minutes, un rassemblement a commencé, place de la République, contre l'islamophobie, à l'appel de personnalités de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous irez en sortant de cette émission ? Vous voulez rire ? Vous parlez sérieusement ? Vous voulez rire ? Et il est tout content, là, Benjamin Duhamel, Jean-Yves, d'avoir posé sa question. Lui aussi fait son numéro. Oui. Lui aussi fait son numéro. Lui aussi surfe là-dessus. Alors la famille de la victime, donc Aboubacar Cissé, a choisi pour la représenter un avocat, et pas n'importe lequel. Il s'agit d'un avocat qui est très médiatique, Mourad Batik, qui a été invité lui aussi sur BFM TV. Et lui, il s'en prend également à Bruno Retailleau, à l'instar de Benjamin Duhamel. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Vous n'avez pas entendu le ministre de l'Intérieur depuis des mois, depuis des semaines, construire sa colonne vertébrale sur l'Algérie, sur les musulmans, sur le voile, sur les lieux de culte. Et vous pensez qu'au bout du téléviseur, les gens restent indifférents. Donc vous considérez qu'il y a un lien entre le discours du ministre de l'Intérieur et ce qui s'est passé ? Si vous voulez que j'aille au bout de ma pensée, je ne pense pas qu'il y ait de complicité au sens pénal du terme. En revanche, oui, je pense qu'il y a une responsabilité morale. Alors là, l'avocat reprend une thèse classique dans ces circonstances, c'est la thèse du climat. En quelque sorte, le ministre de l'Intérieur, en mettant en cause un certain nombre d'excès des islamistes, en mettant en cause le voile, créerait un climat favorable à des actes, entre guillemets, islamophobes. Sauf que maintenant que le délinquant, le criminel, a été interpellé, on sait que, en fait, c'est un acte, là aussi, d'une personne dérangée, qui n'est pas lié particulièrement à un acte islamophobe, et qu'en l'occurrence, le personnage, s'il a une nationalité française, on va dire quand même de papier, est un bosniaque d'origine rome, mais tout ça... c'est extraordinaire, cette double affaire, parce qu'on a à Nantes un jeune homme d'origine turque et à la Grand-Combe, un jeune homme d'origine bosniaque, mais tout ça, c'est la faute des Français de souche. Ça commence à suffire. Et de Bruno Retailleau, bien entendu.
et aussi de Pascal Praud, si l'on en croit, pardonnez-moi, Thomas Guénolé, qui a tweeté ceci, ça m'a interpellée. À force de nourrir l'islamophobie par sa propagande quotidienne, CNews, et en particulier Pascal Praud, est moralement responsable de la mort d'Aboubacar Cissé, sauvagement assassiné dans une mosquée parce qu'il était musulman. Je suis en colère, #islam, tweet-t-il. Là, vous avez... Là aussi, c'est le climat, alors qu'en fait, c'est l'acte d'un dérangé. Objectivement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a accueilli cette famille rome-bosniaque avec 11 enfants et vivant d'aide sociale depuis 20 ans. C'est ça la vraie question, quoi. Voilà. Pourquoi le vivre ensemble ne fonctionne pas ? Le vivre ensemble ne fonctionne pas. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. En l'occurrence, on met en cause les Français, on culpabilise les Français pour un meurtre commis par un homme d'origine bosniaque contre un homme d'origine malienne. Les Français de souche dans cette affaire sont relativement hors de l'affaire, hors du coup. Et on commence ces pastilles de l'information avec la publicité dans les médias. Vous allez voir, avant, il y avait de la publicité dans les médias, entre les pages, j'allais dire. Il y avait des pages de parfums dans les magazines, il y avait des promos bricolage dans les journaux quotidiens, des voitures de luxe entre deux parties du film du soir, éventuellement. Mais maintenant, c'est un peu différent, Jean-Yves, et c'est en train de changer. On a ces mêmes médias qui vont faire de la pub directement, tels des influenceurs rémunérés, mais sans nécessairement le signaler, et ce, pour mieux vous faire acheter. Une logique qui semble vraisemblablement un peu mieux payée que ces fameuses pages de pub qu'on faisait auparavant, mais surtout qui reprend les codes marketing des médias pour mieux se fondre dedans. Voici une illustration avec le Huffington Post. Alors, c'est le Huff en anglais, mais ce phénomène ne saurait tarder à arriver en France. Ce lot de 10 sous-vêtements pour hommes a reçu un nombre impressionnant d'avis 5 étoiles, nous dit le titre. C'est passionnant. Mais également pour vous, mesdames, si vos matinées sont chargées, ces produits de beauté peuvent accélérer les choses. Et là, on a de longues pages de produits qui sont présentés comme étant formidables, extraordinaires et magnifiques. Et ça, c'est aussi une information de taille, et c'est bien en France cette fois. Brut s'est lancé dans une filiale Brut Pub. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent qu'il n'est plus possible d'avoir de l'impact avec des assets publicitaires qui ne sont pas natifs à une plateforme, c'est-à-dire qui ne reprennent pas les codes même de la plateforme. Et donc, eux, ils proposent des stratégies de réinvention pour mieux intégrer la pub dans le quotidien des consommateurs que l'on cible. Leur but, c'est bien sûr donc de faire des campagnes digitales qui seront performantes et qui permettront d'avoir beaucoup d'engagement. Ça veut dire des réactions, des likes, et puis surtout l'élément clé et majeur, c'est la transformation, l'achat et le clic. Et donc, Brut s'est lancé là-dedans, et avec des gros partenaires, ils ont par exemple Orange dans leurs clients. Et ça marche visiblement, puisqu'ils ont choisi d'en faire une filiale. Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire face à ces nouvelles manifestations des publicités. Alors, c'est sûrement efficace. C'est une fusion publicité-propagande appliquée au domaine digital. C'est pas tout à fait nouveau, dans la mesure où vous aviez dans le monde traditionnel, sur les journaux classiques, papier, il y avait le publi-reportage, mais on précisait quand même publi-reportage. A priori, le lecteur pouvait voir que c'était quand même pas tout à fait un produit normal. Et puis, vous avez au cinéma le placement de produits. Vous faites un film ou une série, vous placez une voiture, et donc ça incite à acheter la voiture. Ou vous avez sur le service public, à une heure de grande écoute, le feuilleton Plus belle la vie, où il y a régulièrement, pour faire le ménage, c'est une bourgeoise, une femme qui porte un tablier avec marqué en gros Shiva, la société de services de ménage. Je pense que l'Arcom, si l'Arcom faisait son travail, devrait faire quand même la remarque. Parce que, de fait, c'est de la publicité clandestine.
Voilà. Il faudrait savoir comment Shiva rémunère. Est-ce qu'il paye la production? Comment il rémunère? L'Arcom, là, il devrait regarder. L'IA dans le journalisme, Jean-Yves, c'était presque couru d'avance, mais ça y est, elle est en train de se déployer. Et dans certaines rédactions, eh bien, certains salariés vont être remplacés par l'intelligence artificielle. C'est le cas dans la rédaction du Point, où on nous annonce que 58 salariés vont être remplacés, dont certains par l'IA. France Média Monde investit également et annonce le lancement d'un chatbot pour ses journalistes. Il va y avoir des chamboulements là actuellement dans la presse. Oui, alors il faut savoir que dans tous ces médias, il y a le média en ligne, et le média en ligne se contente très souvent de reprendre la dépêche de l'AFP, sans rien y ajouter, et parfois en corrigeant un petit peu, mais même pas. Et donc, honnêtement, il n'y a pas besoin d'un journaliste pour reprendre la dépêche de l'AFP. L'IA va faire ça très bien. Voilà. Et même l'IA pourra peut-être rajouter des éléments. Alors l'IA va pas remplacer complètement les journalistes, parce qu'il y a quand même besoin d'un minimum de jugement humain. Il peut y avoir des enquêtes qui exigent un travail supplémentaire. Mais pour beaucoup de choses, l'IA peut remplacer le travail des journalistes. Et l'IA d'ailleurs nous permet de gagner du temps. Si on cherche des renseignements sur une personnalité, sur un groupe financier ou autre, à partir du moment où la question nous paraît pertinente, et c'est nous, c'est vous, c'est moi qui choisissons la question, on l'envoie à l'IA et on gagne du temps. Voilà. Donc l'IA va s'imposer dans la vie quotidienne, à chacun de l'utiliser en l'utilisant avec discernement et recul. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Vous pouvez également nous laisser un commentaire. Premièrement, ça nous fait plaisir. Et puis, deuxièmement, surtout, ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Et ça, c'est essentiel pour garantir le succès de nos émissions. On ne se quitte pas, Jean-Yves, sans annoncer le portrait piquant à nos téléspectateurs. Il s'agit de Thomas Guénolé. Vous savez, c'est celui dont on parlait il y a quelques instants, qui accuse CNews et Monsieur Pascal Praud plus particulièrement d'islamophobie. Voilà, on peut aussi se pencher sur son cas personnel à ce monsieur. D'ici là, Jean-Yves, on souhaite à nos téléspectateurs un excellent jour férié et puis on se dit à très vite sur TVL. Vous vous souvenez peut-être du savant Cosinus, la bande dessinée créée par Christophe mettant en scène Pancrace, Eusèbe, Zéphirin, Brioché, alias le savant Cosinus, un polytechnicien particulièrement distrait. Intéressons-nous à Cosinus journaliste, alias Thomas Guénolé, tout aussi distrait par rapport au réel, mais nettement moins drôle. Thomas Guénolé, que nous appellerons familièrement Zéphirin, est né en 1962 à Falaise d'un père breton et d'une mère polonaise ashkénaze. Enfance à Nice, puis à Paris. Il étudie au lycée Stanislas, où il créera un mouvement lycéen. Études très honorables, doctorat de sciences politiques à Sciences Po Paris, master de l'école de commerce de Lyon. Zéphirin Guénolé sera professeur de géopolitique à Audencia et à l'école de management de Lyon. Il sera un très court moment directeur de l'école de la France Insoumise avant de la quitter en 2019 après avoir été accusé d'agression sexuelle par Daniel Simonet. À coup de phrases assassines qui feront le buzz et lui donnent l'occasion d'alimenter sa machine médiatique, à coup de pétitions qui lui permettent d'être invité sur les plateaux de télévision, Zéphirin se fait connaître. Ce militant polémiste n'est ni un journaliste, ni véritablement un politologue. Et son travail ne vise au final qu'à faire de la publicité à sa propre marque, celle de Zéphirin Guénolé. Un moment conseiller de Jean-Louis Borloo et de l'UDI, il se rallie au vert de Yannick Jadot en 2022. Comme Cosinus, Zéphirin a un peu de mal avec les réalités. Le 13 novembre 2015, jour des 130 morts du massacre du Bataclan, il tweet, je cite, « Il n'y a pas de cause à effet entre immigration et terrorisme. » Il fallait oser.
Grand ami des banlieues de l'immigration, Zéphirin fait les dieux doux à sa population. Par exemple, sur Vice, le 18 novembre 2015, je cite « C'est qu'il y a bel et bien un apartheid en France. Et pour le dire plus crûment, tout noir, tout arabe, c'est parfaitement, pour l'avoir vécu, que la France pratique l'apartheid. Sournois et non assumé, certes, mais bien réel. » Fin de citation. Car les Français sont racistes. Je cite, « Les Français sont beaucoup plus racistes que les Allemands. À cause de quoi? À cause de leur manque d'éducation antiraciste. » C'était sur RMC en septembre 2015. La solution est toute trouvée. Toujours dans le Nouvel Obs, je cite, « Les grands médias devraient assumer de boycotter d'office tout auteur de propos incontestablement racistes. Il est visiblement urgent de mettre à la télévision davantage de présentateurs qui ne soient pas des hommes blancs. Des hommes blancs, sauf Zéphirin, peut-on imaginer. Zéphirin a plein d'idées amusantes. Ainsi, sur Slate, le 7 juillet 2015, nous pouvons aussi remplacer les jours fériés chrétiens par des jours fériés républicains. Nous remplacerions par exemple l'Assomption, le 15 août, par l'abolition des privilèges, le 4 août. Nous remplacerions le lundi de Pâques par l'obtention du droit de vote des femmes, le 21 avril. Fin de citation. Allez, un dernier pour la route. C'est sur France Info le 22 septembre 2024, je cite, « Je pense qu'il faut interdire le Rassemblement national. » C'est prévu par l'article L212.1 du Code de sécurité intérieure. Motif d'interdiction, provocation à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine. Fin de citation. Cosinus est dépassé. Gloire à Eusèbe, Thomas, Zéphirin, Guénolé.